Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, sur le plateau de Guinée Actu Itinéraire économique, nous allons parler d'un secteur où l'avantage comparatif naturel de la Guinée est sans commune mesure. Les statistiques encore enseignées dans nos écoles montrent que 80%, ou disent simplement que 80% des Guinéens sont concernés par les activités de ce secteur. Vous l'aurez imaginé, il s'agit bien du secteur de l'agriculture. L'agriculture dont le développement et la modernisation étaient des promesses du candidat professeur Alpha Condé, devenu président. Il en a fait de son gouvernement. Avec le gouvernement, les performances productives de cette agriculture ont-elles été relevées pour répondre aux besoins de la consommation locale sur le plan du marché international agricole? Comment la Guinée prépare-t-elle son retour? Sur ce plateau, nous sommes heureux de recevoir Madame la ministre de l'Agriculture, Jacqueline Marthe Sultan, est notre invitée. Merci à tous de nous retrouver sur ce plateau Guinée Actu Itinéraire économique. Donc nous savons aujourd'hui Madame la ministre de l'Agriculture, Madame Sultan, une fois encore, nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. C'est moi. Madame, pratiquement, nous allons dire que vous êtes une productrice dans l'âme, bien avant de rentrer dans le gouvernement en janvier 2014. Plus tard, vos efforts ont certainement été récompensés parce que vous avez été reconduite dans le gouvernement de mission en janvier 2015. Et beaucoup de vos collègues souvent disent que vous faites partie de ces enfants chéris du gouvernement parce qu'à la tête d'un secteur prioritaire, vous avez des décaissements faciles. Mais est-ce que pour autant, les résultats escomptés sont là? Bien, je vous remercie. Et pour moi, c'est vrai que c'est un honneur d'être sur ce plateau aujourd'hui à la suite de plusieurs de mes collègues. Il faut vous dire déjà que l'agriculture est considérée comme un secteur prioritaire. Et à ce titre, je crois que le gouvernement montre sa volonté dans ce secteur-là en y mettant les moyens, certains moyens, même si les moyens ne sont pas tout à fait à la hauteur de nos grandes ambitions, mais l'État a prouvé et le prouve auprès des bailleurs que ce secteur qui occupe plus de 70% de la population active, qui en tire ses revenus essentiels, est un secteur porteur de croissance et qui devrait jouer sa partition dans le développement économique de ce pays. Et pour moi, ça n'est pas d'être l'enfant chéri, mais c'est simplement que c'est la priorité du gouvernement. Oui, étant la priorité, on met les grands moyens. Mais est-ce que les résultats escomptés sont là? Alors, les résultats, il faut vous dire que quand vous parlez agriculture, vous ne pouvez pas espérer des résultats immédiatement. Il faut une vision. On part d'une vision. On part d'une stratégie de mise en œuvre de cette vision à travers des programmes et des projets. Et pour cela, le ministère de l'Agriculture inscrit dans la dynamique de l'action gouvernementale à travers la lettre de mission qui nous a été confiée et à travers en faveur du développement agricole. Et cette lettre de mission a été dictée par Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, qui nous décline des priorités. Et à ce titre-là, des résultats depuis 5 ans, on ne peut pas nier que le secteur agricole bouge et qu'il requiert, il a certes l'attention des décideurs, mais il a aussi l'attention des acteurs. Les acteurs du primaire. Quand vous dites que le secteur bouge, est-ce qu'il y a aujourd'hui des indicateurs, des données chiffrées? Parce que je rappelle, la lettre de mission, les 2 lettres de mission que vous avez reçues n'ont pas fondamentalement varié. Hein, dans le fond, c'est pratiquement les mêmes choses. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des indicateurs? Par exemple, avant 2010, courant 2010, les statistiques dont on dispose disaient que l'agriculture participait à hauteur de 14,2% dans le PIB. Aujourd'hui, où nous en sommes? Aujourd'hui, nous sommes à 20%, entre 20 et 22% selon les chiffres de la Banque mondiale. Et un des indicateurs clés, nous sortons d'une période où nous avions on a eu un programme avec le FMI, on a eu Ebola, la crise Ebola qui a duré, qui nous a frappé de plein fouet, et ça n'a pas touché que les villes, ça a touché d'abord les campagnes, et pourtant,
c'est le secteur qui a été le plus résilient. Alors, c'est un exemple assez frappant de voir que ce secteur agricole a été celui-là qui a soutenu l'économie nationale pendant la crise d'Ebola. Et s'il n'y avait pas eu auparavant les investissements que l'État a bien voulu faire directement aux producteurs, nous n'aurions pas eu ce soutien, nous n'aurions pas eu cette résilience. Et au-delà d'une crise sanitaire, on aurait eu une crise alimentaire. Je crois que c'est un indicateur absolument non déniable. Et cela a montré que le riz, toutes les denrées de première nécessité qui sont produites localement et qui vont sur les marchés ont été disponibles tout au long de la crise d'Ebola. Et à date, aujourd'hui, vous n'avez pas de rupture d'approvisionnement des marchés lorsqu'il s'agit des produits agricoles. Là, c'est un peu difficile à comprendre, madame, parce que pendant la crise Ebola, les mouvements de bateaux, quand même, en direction de Conakry, se poursuivaient. Conakry, Kaloum, on voyait encore des débarquements. Et quand vous parlez de bateaux, vous parlez de quel bateau? Qui apportait des tomates, des légumes, des feuilles? Madame, vous savez bien de quoi est-ce que je vais parler. Je vais parler de riz. La consommation était à 35%, oui, en importation. Jusqu'ici, ça n'a pas varié. Quand même. Alors, moi, je m'occupe de la production de riz. Je ne m'occupe pas de l'importation de riz. Ce qui m'incombe, c'est booster la riziculture. Ouais, mais c'est un indicateur, la madame. La riziculture est notre pilier 1 de notre plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. Entre 2010 et 2015, nous avons 27% d'augmentation de la production rizicole. Je m'explique. La riziculture, il ne faut pas la regarder comme étant... sur ces 5 années, ce qui s'est passé, c'est que nous avons apporté des intrants, nous avons apporté de la mécanisation, nous n'avons pas apporté suffisamment d'aménagement hydro-agricole, donc nous restons sur une production pluviale du riz. Nous ne produisons qu'en saison des pluies. Seuls les bas-fonds aménagés, les aires aménagées, peuvent produire en contre-saison, donc 2 ou 3 cultures. Dès le départ, nous nous étions fixés comme objectif d'augmenter des rendements au niveau de la production d'une tonne à l'hectare à 3 tonnes à l'hectare. C'est toujours l'objectif que nous avons, que nous n'avons pas pu atteindre. Par contre, ce qui s'est passé, c'est l'augmentation des superficies. S'il y a eu augmentation des volumes de production, ce n'est pas qu'on a augmenté les rendements sur la même superficie. C'est parce que les gens ont produit davantage. Pourquoi? Parce que l'État a mis en place le système d'appui aux intrants des semences de riz, des engrais, des produits phyto, notamment les herbicides totaux, qui ont encouragé la population rurale à se lancer davantage et à consolider sa production rizicole. C'est ce qu'on a observé. Alors, ce qu'on a observé aussi, c'est la régularité d'approvisionnement. Nous n'avons pas des chiffres clés à vous donner qui puissent contrebalancer les importations. Par contre, ce sur quoi nous sommes absolument certains, c'est le prix. C'est l'approvisionnement. Le prix du riz local n'a pas varié. Il est stabilisé, il est stable à date. Je pense qu'il y a 2 jours, sur le marché de Senko, nous étions à 5 000 francs. Le riz étuvé, qui a une opération supplémentaire par rapport au riz importé, qui est du riz blanc. Nous avons cette opération d'étuvage qui fait que ça bonifie notre riz. Nutritionnellement parlant, il est bien meilleur au riz importé, mais surtout, il y a... Même si le riz importé commence à encore devenir un peu plus cher. Oui, peut-être bien, mais je m'occupe encore une fois du riz local et notre concurrent premier, c'est vrai que c'est le riz importé. Mais vous conviendrez avec moi que ce riz local aujourd'hui, les périodes de soudure ont diminué, donc le riz ancien, le riz nouveau trouve le riz ancien dans les greniers et c'est pour ça qu'à date, vous voyez le prix du riz local qui est en train de baisser dans les bassins de production parce que les paysans sont obligés de vider leur grenier pour avoir la nouvelle récolte. Ce sont ces mouvements-là que nous observons. C'est vrai que ça ne s'est pas traduit par une baisse significative des importations, mais là encore une fois, il faudrait un débat beaucoup plus large pour qu'on ait une meilleure visibilité de notre Justement, est-ce que vous cherchez à comprendre pourquoi, jusqu'à présent, l'aiguille ne monte pas à ce niveau? Au niveau des importations? Au niveau de la visibilité? La visibilité, je vais vous dire, notre riz local, il n'a aucune... en dehors des intrants qui sont subventionnés, qui ne sont pas suffisants d'ailleurs pour la riziculture que nous ambitionnons de faire, mais ce riz ne bénéficie d'aucune subvention. Le riz importé bénéficie de baisse de taxes à l'importation qui concurrence de façon pas très
pas très fraternel, le riz local si on peut dire, mais à ce niveau-là, je crois qu'il faudrait peut-être mettre en place une politique d'incitation de consommer local, le riz local, au niveau des universités, au niveau des camps militaires, au niveau des hôpitaux. Peut-être avoir une offensive ou demander aux importateurs de riz qu'ils aient un certain pourcentage en riz local. Ça, ce sont des mesures incitatives qui pourraient encourager les producteurs, par exemple, donner de la visibilité au riz local. La priorité du gouvernement, c'était quoi au juste? Assurer la sécurité alimentaire à partir de la production céréalière ou quoi? La sécurité alimentaire, c'est vaste. Ça n'est pas que le riz. C'est toute la diversification, c'est la nutrition, c'est la disponibilité des éléments, des produits agricoles sur le marché. Produits agricoles d'ailleurs locaux, mais aussi des produits alimentaires d'une façon globale. La sécurité alimentaire, ça englobe la disponibilité, l'accessibilité et l'approvisionnement en tout temps et en tout lieu pour la population. C'est ça la sécurité alimentaire. De notre point de vue, nous pensons que nous n'avons peut-être pas atteint cette autosuffisance sur tous les produits qui rentrent dans la nutrition quotidienne des populations, mais sur tous les produits que nous cultivons ici, nous ne voyons pas d'importation de produits agricoles, comme on le voit dans d'autres pays. Je ne veux pas les citer, mais en Guinée, on n'importe pas de légumes. Les fruits, c'est vrai, aujourd'hui on voit des pommes à tous les carrefours, mais c'est dans la diversification. Oui, les oranges, ça nous fait un peu mal, mais c'est vrai que nous sommes en train de voir comment travailler sur la production des agrumes chez nous, puisque nous faisons face à une pandémie qui est un peu dans la sous-région sur les agrumes et sur les mangues. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons quand même des produits agricoles du cru qui sont disponibles. Le prix, c'est autre chose. Madame, justement, nous allons voir comment est-ce que la Guinée œuvre à assurer cette sécurité alimentaire. Bien sûr que vous ne voulez pas vous y avancer trop. C'est un sujet que notre reporter Fodé Camara a préparé pour nous. Je vous invite à le suivre. Bercé par l'océan Atlantique et arrosé par de nombreux cours d'eau, comme le fleuve Sénégal, le Niger et Tinkiso, la République de Guinée affiche une riche carte agricole. Aujourd'hui, grâce à l'appui du gouvernement au secteur agricole, marqué par la livraison des intrants comme les engrais et les produits phytosanitaires, une augmentation substantielle de la productivité est enregistrée dans les grands bassins de production, comme ici à Koba, sur le littoral. Mais qu'est-ce que j'ai constaté? Nous avons travaillé avec des variétés améliorées et sur ce même terrain qui donnait quelque chose de 2,5 tonnes à l'hectare. Mais avec l'appui du gouvernement, c'est-à-dire l'apport d'engrais, des pesticides, ces mêmes variétés sont parties aujourd'hui jusqu'à 5 tonnes à l'hectare. Déjà ça c'est un succès et pour la productivité. Ça c'est d'un. De deux, on avait des peines pour, comme on appelle, trier nos semences ou quoi que ce soit. Mais ce gouvernement nous a envoyé des trieuses et mobiles. Même au champ, on peut envoyer ces trieuses. Ce que nous pouvons faire, on pouvait faire, comme on appelle, dans nos ateliers de semences, on peut faire ça au champ, ça trie convenablement. Et ainsi, ça nous facilite le conditionnement. 6 ans durant, l'appui du gouvernement aux producteurs a continué sur toute la chaîne de valeur des différentes filières. Aujourd'hui, pour la campagne agricole 2016, par le biais de la coopération chinoise, 150 motopompes et 50 tracteurs seront mis à la disposition des centres de prestations agricoles installés dans les préfectures. Ces équipements sont montés par des cadres chinois et guinéens, travaillant dans une parfaite synergie. Un transfert de technologie bien réussi qui mérite d'être légué aux bénéficiaires pour la maintenance de ces équipements. Il y a des dispositions pratiques. Vous savez, nous sommes dans la gestion de ces équipements depuis l'avènement de la Troisième République. Nous avons déjà une série d'équipements sur le terrain qui sont gérés par les centres de prestations agricoles dans les 33 préfectures. Donc en prestation et certains équipements qui sont vendus avec des prix subventionnés par le président de la République. Donc nous tirons les leçons de la gestion de ces premiers lots
Et nous demandons, avant que ces équipements soient à la disposition des utilisateurs, qu'il y ait une formation et un renforcement des capacités des utilisateurs et de ceux qui sont chargés de les entretenir à l'intérieur du pays. Ça, nous l'exigeons pour que ces équipements soient bien entretenus et pour qu'ils puissent atteindre l'objectif fixé par le gouvernement ou par la République de Chine en nous faisant ce don. Tout un attelage accompagne chaque tracteur. Un attelage composé de charrues, de pulvériseurs et sémoirs, des pièces de rechange et des décortiqueuses combinées complètent cet arsenal. Malgré ce acquis, une politique agricole plus hardie est attendue pour huiler davantage le segment de la transformation du riz par des rizeries et de la conservation des fruits et légumes. Il y a des lieux vers Mandiana, ils ne produisent rien si ce n'est pas de la tomate. Donc si on a des moyens de transformation, on transforme ça, donc on aura beaucoup de choses. Et les magasins qu'on appelle la co-chambre de Frouaba, c'est au moment des tomates ou bien des aubergines, quand ça sort, ça va sortir en marché, beaucoup, on n'aura pas le prix. Dans le domaine des méga-projets, 1000 hectares sont aménagés à Koundian, dans la préfecture de Mandiana, avec pour vision une maîtrise totale de l'eau, offrant la possibilité de cultiver 2 à 3 fois par an, avec un bassin de retenue de 8 millions de mètres cubes d'eau. Au-delà du chantier de l'aménagement des zones de production, des défis restent à relever. Des défis liés à la lutte contre la prolifération des ennemis des cultures, qui, à titre illustratif, ont fortement affecté cette année la pomme de terre labellisée Belle de Guinée sur les plateaux foutaniens, précisément à Timbi-Madina. Madame, beaucoup d'efforts, mais comme vous l'avez vu dans le reportage, on vous en demande encore plus. C'est tout à fait normal. Je crois qu'une production agricole ou avoir l'ambition d'être une puissance agricole émergente de la sous-région ou même du continent nécessite, comme je disais tantôt, une vision, une ambition, de la planification et des programmes et projets. Et toute une offensive vis-à-vis des partenaires financiers, du secteur privé que nous devons mobiliser pour que tous ensemble nous atteignions cet objectif. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Quand vous voyez les grands pays agricoles, ce sont des décennies qu'ils ont eues auparavant. Et c'est depuis l'avènement surtout même si auparavant nous avons fait beaucoup pour le secteur agricole dans ce pays, mais peut-être pas de façon suffisamment soutenue. Soutenue d'une part, on a toujours eu des documents de politique de développement agricole, mais notre histoire a été beaucoup en dents de scie. Et aujourd'hui, nous sommes dans une stabilité politique, économique, sanitaire qui fait que je pense que dans les années à venir, nous allons pouvoir surfer sur tous les efforts consentis depuis 5 ans, tout au long du premier quinquennat. Et aujourd'hui, nous voyons le développement de certaines filières que nous pouvons engendrer, mais surtout sur la problématique du riz. Je reste confiante que la Guinée jouera sa partition en matière de riziculture dans la sous-région. Adjiratou Ba de Évasion et puis Ibrahim Souri Traoré de Guinée 7 nous ont rejoints sur ce plateau. Ils ont des questions pour vous, madame. On a suivi ces reportages, mais aussi votre première intervention. Madame, on a comme l'impression que on tourne un peu en rond au niveau de l'agriculture. Vous l'avez dit, on a mis assez de moyens, peut-être insuffisants, mais les résultats sont quand même très très modestes, madame. Le Sénégal a une ambition, je crois, en 2017, ils n'importeront plus de riz, je crois, c'est ça leur ambition. Ils sont en passe de réussir cela. Et vous êtes très très modeste dans vos ambitions. Ah non, nous ne sommes pas du tout modestes dans nos ambitions. Nous ambitionnons de grandes choses en matière agricole pour la Guinée, même si nous avons accusé un certain retard depuis des décennies. Ce retard ne va pas se combler en 5 ans. Il faut se donner les moyens et avoir une programmation des activités cohérente. Alors, dans notre plan national de développement agricole, d'investissement et développement agricole, c'est la riziculture qui est notre priorité. Pour avoir une riziculture compétitive, il nous faut quand même plusieurs aspects. Il y a, c'est vrai, les semences, il y a la terre, il y a l'eau dont nous n'avons pas la maîtrise totale.
Koungan est un des exemples qu'il faudrait démultiplier. Vous parlez du Sénégal. Le Sénégal produit essentiellement dans la vallée du fleuve Sénégal. C'est une agriculture irriguée le long du fleuve Sénégal. C'est la même chose pour le Mali. Si nous avions autant de superficies irriguées, aujourd'hui nous serions exportateurs de riz. Donc c'est la grande différence entre ces pays et nous. Nous avons sur le des plan plaines. physique, voilà. C'est vrai, nous la avons géographie. un potentiel pour valoriser ce potentiel. de toute concurrence. Nous avons un potentiel. Le potentiel, il ne se mange pas. Je crois qu'il faut qu'on revienne à des fondamentaux. Avoir ce que Dieu nous a donné, l'eau, le soleil, la terre et les hommes, s'il n'y a pas une planification, une vision derrière et les moyens de développer ce potentiel, nous resterons un potentiel. Moi, ce que je dis, c'est qu'il nous faut les moyens. On l'a prouvé en faisant Koungan sur le BND. C'est envoyer un signal très fort aux bailleurs en disant, écoutez, nous avons des plaines, des grandes plaines de Haute-Guinée, des grandes plaines d'arrière-mangrove. Venez avec nous, amenez des capitaux, nous allons avoir cette maîtrise d'eau et je vous assure que vous verrez que la Guinée fera un bon prodigieux en avant. Et justement, c'est ça le problème. C'est-à-dire que nous avons... la nature est très gentille avec nous. Elle nous a tout donné. Et nous aussi, avec le président Condé, on a quand même à plusieurs reprises subventionné, je crois, l'engrais et les intrants. Et après, on a même construit une usine d'engrais ici, mais ça ne bouge pas. Et comme Abouakar le disait au départ, on continue encore à importer. On n'importe pas pour le plaisir d'importer. On importe parce qu'il faut qu'on mange, parce que notre production n'est pas à la hauteur vraiment de la demande. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a encore un gap à fermer. Mais force est de reconnaître aujourd'hui que ce qui a été fait, lorsque vous dites qu'on subventionne très fort, l'État fait un effort, a fait de gros efforts pendant 5 ans en achetant des intrants et en les livrant à un prix subventionné autour de 46%. Nous sommes le pays qui subventionnons le plus les intrants aux producteurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Les intrants sont insuffisants. C'est pour cela que le président de la République a pris à bras le corps le fait de convaincre des investisseurs à venir ouvrir une usine d'engrais ici, ce qui est chose faite depuis l'année 2016. Et c'est une grande avancée. Pourquoi? L'État ne peut pas, à lui tout seul, fournir 500 000 tonnes d'engrais subventionnés. N'est-ce pas? Il pourrait le faire si on en avait les moyens. Mais puisqu'on n'en a pas les moyens, l'approche, c'est d'avoir au moins de disponible pour tous les producteurs tout au long de l'année de l'engrais à un prix soit subventionné pendant la campagne agricole pour les plus démunis, mais pour les producteurs moyens ou grands producteurs, ils peuvent s'approvisionner à convenance auprès de l'usine. Ça, c'est déjà la disponibilité de l'engrais est dans le pays. C'est déjà une grosse avancée. Ça va certainement booster l'utilisation de l'engrais puisqu'il est disponible à un prix subventionné pour partie et à un prix du marché pour l'autre. Mais l'État ne peut pas tout faire tout de suite. C'est en cela que nous appelons le secteur privé à jouer également sa partition. À lui tout seul, l'État fait ce qu'il peut à date, c'est de subventionner une partie des intrants et vous dites qu'on ne voit pas l'effet. Moi, je vous dis, on voit l'impact. Vous avez écouté tantôt ce producteur qui disait qu'avant les intrants, ils étaient à 2 tonnes. Et ce sont des périmètres aménagés de Koba que vous avez vus. Donc aménagés, ça veut dire qu'on a la maîtrise à la parcelle, on a la maîtrise de l'eau à la parcelle. On n'est pas sur les coteaux. 70% de notre riziculture, elle se fait sur coteaux, sur brûlis, culture sur brûlis. Ce n'est pas une culture qui va être rentable, même à terme. Nous essayons d'inverser la tendance et d'amener les gens à cultiver dans les bas-fonds, sur des terres humides, en forêt, en arrière-mangrove, dans les plaines de Haute-Guinée. Mais il faut de l'aménagement. L'aménagement coûte cher. Ça coûte très cher. Donc ce sont des investissements colossaux qu'il faudrait faire. Mais souvent, on peut se planifier quand même, juste pour rebondir sur l'inquiétude de Traoré, pour avoir une ambition un peu plus chiffrée de façon claire. Ça se dire qu'à partir à l'horizon telle année, écoute, nous allons arrêter d'importer du riz. En tout cas, nous n'aurons pas besoin pour les besoins de consommation ou bien toute autre chose. C'est vrai. Nous avions l'ambition d'avoir 100 000 hectares. Cette ambition d'arrêter les importations, il y a des conditions. Si et seulement si
on peut cultiver au moins sur 100 000 hectares de plaine irriguée, 100 000 hectares de plaine irriguée et 100 000 hectares de coteaux. Sur le coteau, vous aurez 1 tonne à l'hectare. Ça vous fait 100 000 tonnes. Sur des plaines irriguées, vous avez 3 tonnes, 2 fois par an au minimum. Vous passez à 300 000 tonnes. Voilà l'enjeu. L'enjeu, c'est quand même de transformer le potentiel hydro-agricole de la Guinée en potentiel productif. Pour l'instant, nous avons les plaines, mais les plaines, elles sont utilisées pendant 6 mois de l'année et non pas pendant 12 mois de l'année. Si nous avons la maîtrise de l'eau, l'irrigation petite, moyenne et grande, je vous assure que la riziculture en Guinée, les importations, vous les verrez chuter drastiquement. Mais encore une fois, je voudrais revenir sur ce disponible de riz local. Le PAM, depuis 1 an, a acheté du riz local. 2 ans auparavant, ils ont eu du mal à avoir 300 tonnes de riz local. L'année dernière, ils étaient à 2000 tonnes de riz local. Simplement, oui, avec quelques producteurs. Alors, vous imaginez, le PAM achète ce riz local, c'est du surplus, c'est une mise à marché, ça n'est pas de l'autoconsommation. Ce qui s'est passé pendant 5 ans, c'est qu'on a quitté l'autoconsommation vers une mise à marché un peu plus importante. Fermer la période de soudure, éviter que les gens, à partir du mois de juin, aient les greniers vides. Aujourd'hui, vous avez les greniers pleins. Aucun de vous n'est allé au village et qui ne soit pas revenu avec un peu de riz pour la bouillie ou un peu de riz étuyé pour la famille. Pas tous les villages, madame. Pratiquement. Pratiquement. Je puis vous assurer qu'en dehors des zones minières, je vous rassure, ce n'est pas tous les villages. Le riz est produit. Dans les zones, les bassins rizicoles, vous avez du riz. Vous avez du riz, nous vous le disons. Vous allez au marché de Senko toutes les semaines, vous verrez les volumes de riz qui sortent de là. Vous allez sur Kissidougou, vous voyez les volumes qui sortent de là. C'est des volumes énormes et qui vont vers les zones minières. La forêt, par exemple, n'auto-consomme pas seulement, elle produit, mais elle vend. Donc les flux de riz sortent de la forêt pour aller approvisionner et la moyenne Guinée et les zones minières de Sigiri ou de Manankoro. Ça, c'est ce que nous observons. Donc c'est vrai que ce sont des résultats qui sont pas, on ne va pas dire on va arrêter tout de suite l'importation, mais nous sommes persuadés qu'un mois, 2 mois d'importation qu'on pourrait supprimer, on verrait déjà l'impact. On aurait plus de visibilité de notre riz local, même si nous devons travailler sur la qualité du riz local. Okay. Un des autres indicateurs, c'est de voir le riz qu'on appelle Bangladesh, là, qui est du riz étuvé. Pourquoi le riz étuvé est venu tout d'un coup depuis 2 ans, 3 ans? Mais c'est parce que le riz local est étuvé et qu'on a vu que la consommation, il y a une demande de ce riz étuvé. Mais c'est vrai que les gens de la ville ne veulent plus prendre les calebasses pour enlever les cailloux, dépierrer, etc. Nous devons travailler sur la qualité de notre riz local pour lui donner une plus grande visibilité. Oui, oui, madame, justement, c'est que on a comme l'impression que tout est dans les intentions. Non. Nous voulons. Et vous parliez aussi des opérateurs économiques, par exemple. Vous avez dit il faut que c'est vrai, mais madame, depuis que vous êtes là et avant donc vos prédécesseurs, on a trop subventionné. Est-ce que vous pensez que cela aussi porte? Pourquoi ne pas, par exemple, mettre ces subventions dans une banque agricole, quelque chose comme ça, et qui pourrait être les actions de l'État ou la part de l'État dans une banque comme ça et appeler les opérateurs économiques pour que l'agriculteur soit vraiment un professionnel, quelqu'un qui vit vraiment de son agriculture et parce qu'on a comme l'impression que vous faites une prime à l'assistanat et ça ne donne pas souvent. Je vous ai mentionné tantôt l'usine d'engrais qui est là. Je vous ai dit une petite partie de la capacité de production de cette usine et l'engrais que nous subventionnons. Mais nous devons subventionner. Il n'y a aucune agriculture qui ne soit subventionnée au monde, commençant par les États-Unis. Donc on ne nous fasse pas un faux procès de trop subventionner notre agriculture. Nous allons encore continuer à la subventionner pour les petits producteurs. Il est évident que ce petit producteur, qui ne peut faire ni sa route, ni son aménagement, ni s'approvisionner en intrants au prix du marché, l'État se doit de lui apporter un certain soutien jusqu'à temps qu'il augmente sa productivité, ses rendements. Les rendements doivent augmenter pour permettre à ce paysan, s'il ne faisait qu'1 tonne, ma foi, s'il en fait 3, il est capable d'aller acheter l'engrais pour lui-même non subventionné. Donc, ce sont des mécanismes qui vont prendre du temps. La première, la vision que nous avons eue, c'est vraiment de remettre déjà le paysanat au travail.
il le faisait, mais juste pour son autoconsommation, pas pour le marché, pas pour même fermer la période de soudure. Aujourd'hui, dans les bassins de production, je puis vous assurer qu'on a du riz. Les Donc la greniers prochaine sont étape, pleins. c'est accepter l'ouverture de subventionner, d'envoyer l'argent plutôt dans les banques. Absolument. Par contre, on n'a pas encore parlé du financement du secteur agricole. À date, c'est l'État qui a pris la plus grosse part de ce financement. Il faudrait que le secteur privé guinéen ou étranger s'intéresse à mettre de l'argent, à investir dans ce secteur-là, qui est un secteur très porteur, qui est un secteur rentable. Et il y a il y a des projets sur lesquels nous travaillons, sur l'entrepreneuriat agricole, faire du métier de l'agriculture un métier à part entière et non pas une activité par non-choix. Il faudrait qu'aujourd'hui le métier être agriculteur soit valorisé et soit rémunérateur, créateur de richesses pour ceux qui la pratiquent. Adiatou? Comment est-ce que la redistribution des terres se fera-t-elle? Vous savez déjà, il y a déjà des jeunes qui suivent des cours, des formations justement agricoles dans ces différentes écoles et de plus des centaines sortent chaque année sur le marché de l'emploi et aujourd'hui d'autres jeunes aussi vont être formés. Comment est-ce que tous ceux-ci pourront justement pouvoir travailler sur la terre là? Surtout qu'on sait que la majorité n'est pas aménagée. Bon, là, c'est une problématique beaucoup plus complexe. Vous avez les écoles de formation agricole de niveau ingénieur, de niveau assistant, technicien agricole. Il y a tous les niveaux. Nous avons eu une inversion de la pyramide parce que nous avions beaucoup plus d'ingénieurs agronomes et qui, pour eux, étaient appelés à être des fonctionnaires. Et il n'y avait pas de place pour un privé, un ingénieur agronome, de pratiquer et de se faire rémunérer sa prestation auprès du producteur. Le paysan guinéen, le paysan lambda, le producteur, c'est le chef de famille, il fait du riz dès que la pluie tombe, il fait autre chose en saison sèche et il ne va pas imaginer dans son calcul de production de rémunérer l'agronome ou même le conseiller agricole qui vient. Donc c'est tout un travail de professionnaliser, c'est ce qu'on appelle nous la transformation de notre agriculture, que le paysan sache que le service qu'on lui apporte, à un moment donné, il faudra qu'il le paye. Et pour absorber justement toute cette masse de jeunes qui sortent de ces écoles d'agriculture ou de ces universités, puissent trouver de l'emploi dans le secteur rural. Mais tout cela demande de qualifier notre agriculture, qu'elle devienne une agriculture économiquement rentable. Lorsqu'elle sera économiquement rentable, les services seront payants. Nous avons mis en place des centres de prestations agricoles, des CPA. On peut les critiquer, mais au moins l'État a fait l'effort d'acheter des équipements agricoles et de permettre de commencer un embryon de mécanisation de notre agriculture. Tout ça pour réduire la pénibilité des actions et augmenter la productivité. Mais tout ça demande des moyens. Nous savons ce qu'il faut faire, nous savons comment y aller, nous sommes en train de le faire. Vous êtes un peu sévère de dire que les résultats ne se font pas sentir, mais j'avoue que quand vous allez au marché, s'il y avait des pénuries, on l'aurait ressenti et on l'aurait entendu. La campagne se serait levée, les villes se seraient levées. Mais à date, depuis 5 ans, c'est la 6e année que le président Alpha Condé est au pouvoir, nous n'avons jamais entendu ni la campagne ni les villes se plaindre de l'approvisionnement. Je dis bien. Les prix, c'est autre chose. Il faut des bonnes routes. Sitôt que les routes se dégradent, le prix des denrées augmente. C'est un calcul assez mécanique. Mais l'approvisionnement des marchés a été constant. Je crois que ça, c'est un facteur indéniable. L'autre secteur au niveau de l'agriculture où vraiment des efforts sont en train d'être déployés, surtout cette année, c'est au niveau de culture de rente. La Guinée est à la recherche, veut se repositionner pour reprendre sa place naturelle sur le marché international. Le président, on l'a vu encourager la culture de la noix d'acajou, mais aussi café et cacao. Nous allons revenir tout à l'heure là sur le débat, mais nous sommes intéressés à la culture, à cette campagne autour de Nalakad et ce que ça a suscité à l'intérieur du pays. Kiano Ousmane Diallo nous a fait ce reportage. Suivez.
Si le premier quinquennat du chef de l'État a été fortement marqué par d'importants investissements pour le développement des cultures vivrières, le second dans le secteur agricole débute avec un engagement sans précédent dans la promotion des cultures de rente. Des messages forts sont adressés aux paysans pour la mise en valeur de 200 000 hectares d'anacardiers à travers le pays. 500 tonnes de semences leur sont gratuitement distribuées. Les services techniques du ministère de l'Agriculture et la Chambre d'agriculture sont mobilisés pour la réussite de l'opération. Une course contre la montre s'engage. Nous sommes à quelques semaines de grandes pluies. Des camions sont chargés de noix de cajou, prêtes à être remises gratuitement aux paysans pour être mises en terre. C'est une excellente chose, c'est une décision politique qu'il faut apprécier à sa juste valeur, dans la mesure où la noix de cajou représente aujourd'hui presque une devise, c'est de l'or pour nous. Actuellement, les prix se négocient entre 1200 à 1500 dollars à l'exportation, non décortiqués. Donc, j'imagine que même si nous faisons ou nous arrivons à récolter 10 kilos par hectare, c'est-à-dire moins d'un dixième de la norme, nous avons une tonne 500 à l'hectare. Il faut multiplier par 100 plants. Donc avec 1 million d'hectares, vous avez 1,5 milliard de dollars. Dans plus de 25 préfectures, les semences sont remises aux paysans avec un accompagnement technique des agents de l'Agence nationale pour la promotion rurale et du Conseil agricole. Des agents que nous retrouvons sur le terrain, comme dans cette plantation de Dabis à Boké, où à perte de vue, des plants d'anacardier sortent de terre 4 mois après le début des opérations. C'est une plante qui est venue dans le pot. Donc, oui, transplantée. Donc, son état initial et le nouveau état ne sont pas les mêmes. Donc, il faut un changement. C'est pourquoi il y a cette coloraison des feuilles. Mais la reprise est faite, vous avez vu. Ça commence à changer de feuilles, de feuillage. Et au bout d'un mois, tout deviendra verdoyante. Dans les villages de Boké, la culture de l'anacarde était bien connue, mais peu valorisée. Avec la nouvelle volonté politique, les paysans sont mieux édifiés sur l'enjeu de la culture de l'anacarde. Des domaines entiers sont désormais dédiés à cette culture dans la préfecture de Boké. D'habitude, il va chercher ses propres semences. Il achète. Il va de planteur en planteur pour se procurer des semences, quoi. Mais cette année, depuis qu'il a appris qu'il y a eu un appui du chef de l'État, vraiment, il a bondi dessus. Il est allé prendre 3 sacs et ça l'a beaucoup arrangé. Il dit qu'il a fait 200 hectares cette année. Au titre de 5 mois après le lancement des opérations, le bilan de la campagne est publié dans le magazine Guinée Agricole, un numéro consacré exclusivement à la culture de l'anacarde. Le président a été conscient et inspiré. Il a demandé à la Chambre d'agriculture et au service technique Amproca, est-ce que vous pouvez me faire de l'anacardie? Ils ont dit oui, on peut faire de l'anacardie. Alors je vous demande de me faire 200 000. Ils en ont fait 204 000. La prochaine campagne agricole se prépare. Sur ces espaces défrichés, c'est la culture de l'anacarde qui est prévue. L'objectif fixé pour ces 5 années est de mettre en valeur 1 million d'hectares d'anacarde. Madame, plutôt fière. Ah oui, très fière, dans la mesure où d'ailleurs il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et ça, c'est l'initiative propre du président de la République qui a décidé de faire de l'anacarde une des cultures de rente phares de ce pays. Et il faut saluer cette initiative.
Et ce sont des initiatives comme celle-là. Je vous parlais tantôt de vision, d'ambition. Vous disiez qu'on avait peu d'ambition. Il y a de grandes ambitions. Il y en a qui peuvent se réaliser sur une campagne, faire 200 000 hectares d'anacardiers. Il fallait une décision politique, un engagement très fort. Et le chef de l'État a prouvé lorsque l'engagement est là et que les moyens sont mis à disposition, il est possible de faire des miracles. Et là, je pense que ce programme présidentiel de l'anacarde prouve à suffisance que nous avons des capacités à réaliser des grandes ambitions. Les moyens, lorsqu'ils sont mis en face de ces ambitions, eh ben, ces ambitions se réalisent. C'est pas seulement l'anacarde, il y a aussi le café, le cacao, un moment le coton qu'on semble avoir délaissé. Ah non, le coton n'est pas délaissé, on en parle peut-être un peu moins parce qu'il arrive comme ça, il s'est fait son chemin. Depuis 6 ans, nous arrivons maintenant sur une consolidation des acquis, reprendre une filière qui était quasiment morte en 2011 à la demande des producteurs de coton, ça demande des moyens. Et l'État, depuis 5 ans, depuis 6 ans maintenant, a fait des efforts notables pour relancer cette filière. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le coton guinéen reprend petit à petit sa place sur le marché international. Notre fibre de coton est vendue à l'international et de par sa qualité exceptionnelle, c'est un coton qui est cueilli à la main et nous avons une qualité exceptionnelle. Je crois que c'est la Kama, sans dire de bêtises, mais elle est achetée sitôt qu'elle arrive au port. Donc petit à petit, nous revenons sur le marché cotonnier. Nous n'avons pas une grande production de coton, mais nous avons un coton de qualité. Donc, il y a 2 façons d'arriver sur le marché de l'exportation, de par la quantité et de par la qualité. Le choix Nous venons avec le label guinéen. Nous venons avec le label guinéen. Et à date, aujourd'hui, la Guinée recommence à apparaître parmi les pays exportateurs de coton. Et c'est très intéressant de le noter parce que nous sommes très petits comparés au Mali ou au Burkina, mais la qualité Guinée est exceptionnelle. Et donc, nous commençons à apparaître dans les statistiques des pays exportateurs de coton. Nous pensons titiller le Sénégal dans quelques années, arriver à 30 000 tonnes de coton à exporter. Nous tournons autour de 12 000 à 13 000 tonnes, même s'il y a des hauts et des bas, selon qu'on fasse la commercialisation très tôt, donc on achète le coton graine des mains des paysans, ça les encourage à faire l'année prochaine. Sitôt que ça baisse, eh ben, il y a un petit découragement. Mais depuis 3 ans, nous voyons consolider la production cotonnière. C'est un produit qui est exporté à 100%, aussi bien la graine que la fibre de coton. C'est vrai qu'on n'en parle pas, c'est pas très spectaculaire, mais c'est un produit agricole qui est exporté, qui a son label à l'exportation. Cette culture se consolide. Le palmier, le président on a reçu récemment 360 000 graines prégermées de palmier, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire, qui sont tous en sachet à date et qui vont être disponibles pour emblaver environ 2500 hectares de nouvelles palmeraies à l'horizon pour la campagne 2017. Là, madame, excusez-moi, vous parlez du palmier à un moment où la Sogipa est rentrée dans une zone de turbulence. Que la Sogipa rentre dans une zone de turbulence, la Sogipa fait de l'EVA et fait du palmier. Nous, à notre connaissance, l'huile de palme est un produit que nous exportons dans la sous-région. C'est le produit consommé en Guinée. Nous n'en importons pas, en tout cas pas de l'huile rouge, on importe de l'huile blanchie. Mais c'est en cela aussi qu'il faudrait que nous travaillions à la transformation, à la valorisation de nos produits locaux, notamment des matières premières telles que la noix de palmiste. Il faudrait qu'on arrive à blanchir notre huile et peut-être à concurrencer un petit peu l'importation des huiles blanches qui nous arrivent, qui sont pour la plupart de l'huile de palme blanchie, tout simplement. Et il y a une place à se faire en termes d'huile de palme sur la Guinée. La Sogipa est peut-être dans une zone de turbulence, mais qu'à cela ne tienne, la Guinée a une partition à jouer sur le palmier à huile dans la sous-région et même au-delà. Sur le café-cacao, la bataille sera plus rude, mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas une place également à prendre, même si on a des grands voisins qui ont des longueurs d'avance sur nous, mais nous irons à pas forcer pour essayer de rattraper le retard qualitatif, encore une fois, surtout. Nous avons une carte à jouer là-dedans.
Les cultures de rente visent aussi à améliorer les conditions de vie des paysans. Alors, est-ce que toutes les mesures sont prises pour ne pas que ces cultures leur restent dans les bras, pour qu'elles puissent vite être coulées? Et comme un certain temps, on l'a vu avec le coton, il y avait la production, mais les cultures étaient encore dans les mains des paysans, dû peut-être au manque d'infrastructures, mais aussi le problème d'égrenage, parce que l'usine actuelle de Cancan ne peut plus assurer. Oui, bon, sur le coton, je peux vous assurer que l'usine a été révisée. La réhabilitation va avoir lieu en 2017, donc on aura une usine qui aura une plus grande capacité d'égrainage. À ce niveau-là, jusqu'à ce qu'on atteigne 20-25 000 tonnes, nous pensons que l'usine de Cancan, une fois réhabilitée, pourra égrainer cette quantité-là. Donc il n'y a aucun risque que le coton reste dans les bras des paysans. Et de l'autre côté, nous avons l'usine de Siguiri, qui est également disponible et dont nous voyons les contours pour faire en sorte qu'elle revienne au projet coton. Et ça sera valable, c'est en cela qu'il faut parler de la transformation. La transformation devrait revenir au secteur privé, donc à des privés qui devraient voir l'intérêt qu'il y aurait à installer des huileries, des égraineuses, des presses à huile, etc., ou de la transformation de l'anacarde, puisqu'on a parlé tantôt d'anacarde, de la transformation de l'arachide. Copéol est sur le terrain, on a une huilerie à Dabola qui a du mal aussi à s'approvisionner en matières premières, même si elle existe. Elle existe. Là, c'est un autre problème. Chaque filière a sa problématique. Au niveau du coton, c'est vrai, la capacité dégrainer, mais il y avait surtout la commercialisation, le rachat dans les mains des paysans à temps. Le paysan, il fait du coton, c'est pas pour le manger, c'est pour le vendre et avoir, c'est une rente pour lui. Et si vous allez en Haute-Guinée, vous verrez l'impact de la culture cotonnière dans cette région-là, aussi bien au niveau des transporteurs. Donc on fait travailler, il y a toute une économie qui tourne autour du coton. C'est la même chose qu'on devrait voir autour de chacune de ces filières. L'anacarde qui se met en route, je suis persuadée que dans 4 ans, lorsque les plants arriveront à fructification, on verra toute une économie autour de l'anacarde. La même chose pour le palmier, il faut avoir des huileries. Il faut avoir des petites, des moyennes industries de transformation des produits agricoles. Madame, l'autre question, c'est de savoir comment vous faites pour que ces cultures de rente ne tuent pas la culture vivrière. Parce que c'est pratiquement les mêmes paysans qui le font, et c'est sur les mêmes terrains ou les mêmes terres. Et on a vu ailleurs aussi, quelqu'un le disait dans le reportage, que pour une tonne d'anacarde, de noix de cajou, vous avez mis $500. Le paysan qui fait du riz, il abandonne, il suit la culture de l'anacarde. Alors comment vous faites concrètement pour que... L'arbitrage intelligent. L'arbitrage intelligent. L'arbitrage et l'agriculture intelligente. C'est en cela que je vous parlais de planification, de choix stratégiques à définir. Est-ce qu'on veut faire du riz? Est-ce qu'on veut faire du riz et des cultures de rente? Nous disons que nous allons faire le choix d'avoir des cultures vivrières, et notamment le riz, qui n'est pas seulement qu'un produit vivrier, c'est le produit stratégique. Le jour où il manque du riz, vous disiez que les bateaux arrivaient. Mais c'est la crainte qu'il y ait une crise du riz dans le pays qui fait que l'État se prémunit toujours contre les villes qui crient beaucoup et importe du riz pour essayer de... C'est la même chose. Là, nous devons faire des choix stratégiques. Nous, le choix stratégique au niveau de l'agriculture, c'est de, à la fois, faire du riz, continuer et essayer d'amener des investisseurs privés sur la riziculture, en même temps encourager la production des cultures de rente. Nous avons vu qu'au niveau, vous parliez de Sogipa. Sogipa a introduit le concept de riz dans les bas-fonds, et sur les coteaux, vous avez le palmier ou l'EVA. Ça n'a pas empêché les gens de continuer à faire leur riz et avoir de la rente. Et si vous voyez les agropoles que nous avons définis, c'est que chaque agropole doit être autosuffisant en production vivrière, le riz en premier et tous les autres produits agricoles du cru qui rentrent dans la sécurité alimentaire, plus une, voire 2 cultures de rente. Donc le palmier, l'EVA, l'anacarde sont des cultures de rente. Je ne pense pas que l'anacarde est cultivée dans Bokeh et sur la Haute-Guinée depuis assez longtemps.
mais ils n'ont jamais laissé tomber non plus. Oui, maintenant, là, on a fait une grande promotion. Le chef de l'État s'est investi. C'est vrai. Et le reportage dit aussi qu'on a maintenant beaucoup de devises qui sont allouées à cela. C'est vrai, mais je pense qu'il va y avoir un équilibre, un équilibre va se faire. L'anacarde, ça s'exporte. Les planteurs de... Ça va faire... On ne veut pas aller dans... c'est pas un écueil, mais ce sont des choix, encore une fois, des choix de développement agricole. Qu'est-ce qu'on veut pour la Guinée? Est-ce qu'on veut que la Guinée soit première productrice d'anacarde simplement? On dit non, oui d'anacarde, mais oui du riz également, oui du palmier, parce que, encore une fois, on a un potentiel et un avantage comparatif en termes de terre et d'eau qui peut permettre à la Guinée d'être bien sur de la riziculture. Et de manière claire, est-ce que vous allez dire, par exemple, cette zone, il n'y aura pas du tout de riz, et l'autre zone, c'est de l'anacarde, et une autre zone, est-ce que c'est comme ça que vous allez faire? Il vous souviendra que je vous ai dit qu'on essayait d'inverser la culture rizicole pour laisser les plateaux et aller dans les terres humides, sur les grandes plaines de Haute-Guinée, sur tous les bas-fonds, les petits bas-fonds, les terres humides de la forêt. Si nous aménageons nos terres humides, nous aménageons nos grandes plaines de Haute-Guinée, le riz va descendre dans les plaines et va quitter les coteaux. On ne va plus débroussailler, on ne va plus couper la savane pour jeter du riz. Madame, sinon je voudrais juste rebondir sur l'affaire de la Sogipa. Il vous souviendra aussi que la Sogipa avait réussi quand même à créer une sorte de gentleman farmer en Guinée forestière. Oui. Et Abouakar le disait, là, elle traverse vraiment une zone de turbulence. Alors que faites-vous pour sortir la Sogipa de son trou? Je rappelle que nous sommes pris par le temps, donc on aimerait que Madame soit très brève sur cette question. D'accord. La Sogipa a axé exporte de l'EVA. Vous savez tous que les cours de l'EVA ont totalement chuté sur le marché mondial. Alors c'est vrai qu'au niveau des recettes de la Sogipa, cela va influencer négativement sa balance commerciale. Mais en termes d'huile de palme, je n'ai pas d'informations comme quoi l'huile de palme de la Sogipa ne se vendait pas ou se vendait mal. Donc sur l'EVA, oui, et ça a fait un désintérêt des producteurs d'ailleurs à poursuivre les plantations d'EVA. Ça, c'est un petit peu l'écueil lorsque nous dépendons des cours des marchés internationaux. Il faut être très prudent, des cultures de rente, il faut être très prudent et très stratège pour ne pas être trop dépendant d'une ou deux cultures si nous ne sommes pas sûrs que les cours mondiaux vont être assez intéressants sur de la durée. C'est pour cela que je dis qu'il faut rester confiant sur de la riziculture, sur du vivrier, sur la diversification de notre agriculture, tout en allant vers des cultures industrielles ou de rente. Justement, parlant de culture de rente, je m'en voudrais si on ne posait vraiment pas cette question. Vous avez parlé de difficultés peut-être à rattraper le retard ou bien à concurrencer les pays qui sont déjà sur le plateau du café, du cacao. Mais on avait un avantage, on a une expertise dans l'exportation de certains produits. C'est la banane, c'est l'ananas. L'ananas. Qu'est-ce qu'on en fait? À quand le retour? Très bientôt. Très bientôt, là, nous sommes sur la relance de l'ananas et nous avons le bassin de l'ananas, c'est Forécaria, c'est Kindia pour l'ananas de l'exportation. Vous savez que plus de 30% de la production d'ananas va vers les pays de la sous-région. Ce que nous voulons, c'est que nous soyons à 60% qui aillent vers l'export. Et ça, en 18 mois, je pense que vous verrez doubler les superficies d'ananas. L'ananas, il faut compter 14 mois pour la Queen et 18 mois pour d'autres variétés. Mais l'ananas guinéen a une carte à jouer et nous sommes sur la relance de l'ananas également. Madame, pour finir, sur quoi vous voudriez être jugée? Sur les avancées que l'agriculture guinéenne, dans le cadre de sa transformation. C'est un processus qui va prendre du temps. Ce n'est pas un processus où l'on voit tout de suite les résultats. Mais ce qu'on observe, c'est cette dynamique de l'intérêt grandissant pour le secteur agricole par tous les acteurs. Des acteurs étatiques, certes, mais des acteurs privés qui se tournent de plus en plus vers de l'agriculture. Nous voyons des gentleman farmers, comme vous dites, mais ça demande des moyens. L'agriculture coûte quand même assez cher. Mais je suis extrêmement
confiante et positive dans la transformation agricole, dans l'entrepreneuriat agricole qui se décide, amener le secteur privé à s'intéresser à ce secteur-là. Ça sera le secteur porteur de la Guinée. Madame Jacqueline Marthe-Sultan, merci. Merci à vous. Merci à tous les confrères, merci à toute l'équipe technique et éditoriale qui nous a aidés à réaliser cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci à vous. Alutolo malonga kumalamba dengo bende barade. Alutolo malonga kumalamba dengo bende barade. Mbamere mo barani molu bara makamo bende barade. Ete mere mo barani molu bara makamo bende barade. Mi makoratiye